Monsieur Giscard d'Estaing, bonsoir. Si je suis là pour vous interroger ce soir, c'est que malgré le débat d'hier, vous n'avez pu, faute de temps, répondre à toutes les questions que les Français se posent. Or, c'est, je crois, le rôle d'un journaliste indépendant de poser les questions que se pose le public. Alors, première question, on a longuement parlé hier soir de ce qui pourra se passer au lendemain de l'élection. On a évoqué des scénarios possibles. Ma première question, ma première demande de précision est simple. Si vous êtes élu dimanche, êtes-vous tout à fait sûr d'avoir une majorité au Parlement? En êtes-vous si sûr? Merci M. Boujotte de me poser ces questions. Je vous rappelle à propos de la durée du débat hier que j'avais proposé 2 débats, pensant qu'en effet le nombre de questions à traiter justifiait 2 débats. Au lendemain de l'élection présidentielle, naturellement je serai assuré d'une majorité, puisque les électeurs français se seront exprimés 2 fois. En mars 1978, en élisant l'actuelle majorité, et en mai 1981, en élisant le président de la République. Et si les électeurs ont confirmé 2 fois leur vote majoritaire, bien entendu, les élus respecteront le vote de leurs électeurs, et il y aura donc une majorité. On pourra se remettre tout de suite au travail. Il n'y aura pas de problème avec le RPR, c'est ça que les gens se demandent, finalement. Mais il n'y aura pas de problème. Vous avez vu d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, la totalité pratiquement des parlementaires RPR s'est prononcée en faveur de ma candidature et d'ailleurs participe très largement à la campagne du second tour. Alors quelle sera l'activité, le déroulement de l'activité gouvernementale? Ceci se passera de la manière suivante. D'abord, dans un premier temps, des consultations. Il faut voir tous ceux qui ont participé à cette campagne de façon à recueillir leur avis sur les préoccupations que les Français ont voulu exprimer. Ensuite, nomination du Premier ministre et du gouvernement, puis ce que j'appelle les états généraux de la majorité, c'est-à-dire une réunion très ouverte, sans formalité, de l'ensemble des parlementaires appartenant à la majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale, pour qu'ils examinent avec le gouvernement les grandes orientations de l'action à poursuivre pendant le reste de la législature. Un programme pour les 2 ans de la législature. Et enfin, la mise au travail de l'Assemblée nationale sur des sujets d'actualité, je dirais même d'urgence. Les premières dispositions à voter devront intéresser l'emploi et notamment l'emploi des jeunes. Voilà donc ce qui se passera si je suis élu. C'est-à-dire pas de dissolution, vous êtes formel. J'exclus totalement la dissolution, il n'y a aucune perspective de dissolution. Alors si c'est mon concurrent qui est élu, la situation est complètement différente et il l'a exposé clairement hier soir pour la première fois. Vous avez noté qu'après certaines hésitations, il a indiqué qu'il dissoudrait tout de suite l'Assemblée nationale. Finalement, il ne la réunira même pas et il dissoudra tout de suite. Il renverra donc la majorité qui a été élue par les Françaises et les Français en mars 1978, qui a été élue par vous. Et ensuite, il procédera à de nouvelles élections, et pour la préparation de ces élections, il a indiqué que devrait se nouer une négociation entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Or, cette négociation se déroulera dans un temps précipité, puisque le calendrier est extrêmement court, et dans une situation de faiblesse pour le président de la République et pour son parti. Parce que comme il aura renvoyé la majorité existante, il est essentiel pour lui, s'il veut maintenir son autorité, que revienne une majorité qui ne soit pas celle qu'il a chassée lui-même. Et donc, il sera lié au succès de cette majorité socialiste et communiste. Et les communistes pourront poser leurs exigences pour établir cet accord électoral. Réfléchissez un instant, ce ne sont pas les députés qui auront été renvoyés auxquels on pourra demander leur suffrage pour exécuter une politique qui sera contraire précisément à leurs engagements. Si bien que la négociation entre les socialistes et les communistes se fera comment? Les communistes diront le minimum c'est votre projet. Vous avez fait un projet, le projet socialiste, en juin 1980, ça c'est le départ. Et nous allons situer les solutions entre votre projet et notre projet communiste. Si bien que le projet socialiste sera le minimum de ce que le gouvernement s'engagera à accomplir. Alors je vous rappelle quelques caractéristiques de ce projet, je les ai évoquées hier soir. Suppression du régime autonome de la retraite des cadres, puisqu'il y aura le déplafonnement de toutes les cotisations. En ce qui concerne les agriculteurs, offices fonciers cantonaux pour régler le problème de l'utilisation et de l'affectation des terres. Offices fonciers cantonaux, ils savent ce que cela veut dire. Pour les médecins, je pourrais vous lire le texte, je vous fais des extraits, ce sont des extraits du texte. Vers un service communautaire de santé, le rôle pilote sera confié au centre de soins agréé. Et ceci vaut également en ce qui concerne le régime de la pharmacie. Pour l'armée, les comités de soldats. Vous voyez la situation de notre défense dans les temps que nous allons traverser avec une armée organisée autour de comités de soldats. Pour la société, les mœurs, libéralisation totale de l'interruption volontaire de grossesse, avec suppression par exemple de l'autorisation pour les mineurs, chose que nous avons refusée.
lors de l'adoption du texte, et un certain nombre de dispositions fiscales de portée considérable. Voilà ce que sera le minimum de ce que les Français verront appliquer au cours de cette période. Moi, je voudrais qu'on revienne à vous, Monsieur Giscard d'Estaing, et au débat d'hier soir, les points d'éclaircissement. Hier soir, comme tout au long de la campagne, Monsieur Mitterrand et vous-même, vous avez fait des promesses. Mais on n'a pas beaucoup chiffré, on n'a même pas chiffré du tout. Et je suis sûr que les Français voudraient savoir combien tout ça va leur coûter. Très volontiers, vous avez vu que j'ai fait peu de promesses. J'ai indiqué les directions dans lesquelles l'effort devrait être poursuivi, effort de solidarité, dont j'indiquais qu'il serait poursuivi, personnes âgées, familles, handicapés, travailleurs manuels, femmes seules, et, pour lesquels nous continuerons l'effort engagé au cours du septennat précédent que nous avons été capables de financer. J'ai pris un engagement financier nouveau, précis, qui concerne l'emploi des jeunes. Je peux vous dire que le chiffrage de ce projet est de l'ordre de 2 milliards de francs pour la première année, 81, puisque ça démarre progressivement, de l'ordre de 7 milliards de francs pour la deuxième année, de l'ordre de 10 milliards de francs pour la troisième année. Et si on voit la progression des ressources fiscales de la France, nous pouvons financer un tel projet. Alors par contre, si je prends le programme de mon concurrent, vous savez que le chiffrage qui a été fait par le ministère du Budget aboutit à des dépenses de l'ordre de 300 milliards de francs. Bon, 300 milliards de francs, personne ne sait ce que c'est. Et les téléspectateurs doivent se dire qu'est-ce que c'est que ces chiffres. Ça veut dire le 10e du revenu national de la France. On dépenserait en plus le 10e de notre revenu national. Alors naturellement, j'imagine que mon concurrent dira qu'il va étaler son programme. Mais même s'il l'étale, les évaluations les plus réalistes qu'on puisse faire montrent que nous aurions un déficit budgétaire de 100 milliards de francs en 82 et un déficit extérieur de 100 milliards de francs également en 82. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres? Eh bien, pour le déficit budgétaire, ça veut dire le triplement du déficit actuel. Et d'ailleurs, hier soir, M. Mitterrand, à votre place, a dit en effet, je reconnais que vous avez maintenu le déficit dans des limites étroites et donc il y a une marge pour l'augmenter. Mais ce déficit, comment le financera-t-on? Et s'il y a une création de monnaie, l'effet automatique, les Français y sont habitués hélas depuis longtemps, c'est l'accélération de la hausse des prix. Et si vous prenez le déficit extérieur, 100 milliards, on dit qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'équivalent des 2 chocs pétroliers précédents qui ont désorganisé notre économie et qui nous ont en réalité plongé dans la crise. Alors voilà l'ordre de grandeur, 100 milliards de déficit budgétaire, 100 milliards de déficit extérieur. Et une indication, les allocations familiales. On propose une augmentation très forte des allocations familiales. Comme nous avons fait une politique en faveur de la famille, les comptes des allocations familiales sont cette année juste équilibrés. Il y a même un léger déficit, parce que nous avons simplement dépensé l'argent pour les familles. Ce qui est fait comme proposition entraînerait une augmentation des cotisations, parce que c'est payé par des cotisations, de 2,5 points de plus, qu'il faudrait donc instaurer sur les salaires, 2,5 points de plus, pour payer le supplément d'allocation familiale. Voilà quelques exemples du coût de la facture. Moi, je voudrais revenir à vous, M. Giscard d'Estaing, et en particulier sur le plan fiscal, n'est-ce pas, les engagements que vous pouvez prendre, et que les gens attendent, parce que ça, ils savent ce que ça veut dire, en matière d'impôts nouveaux, en matière de pression fiscale. Nous avons commencé à préparer le budget de 82, nous avons commencé à le préparer prudemment, puisqu'il y avait l'échéance présidentielle. Je peux vous dire qu'il n'y aura pas de création d'impôts nouveaux. Je suis quelqu'un qui toute ma vie a lutté contre l'accroissement de la pression fiscale, et donc il n'y aura pas de création d'impôts nouveaux. Il y aura même l'élargissement des tranches du barème, ce que j'ai indiqué, pour compenser les effets de la hausse des prix. Et même avec un effort particulier qui devrait être étalé sur plusieurs années pour être réaliste en faveur des catégories que j'appellerais petites et moyennes, où notre barème est trop serré, la progressivité de l'impôt est trop forte. Et mon objectif, c'est de réduire progressivement le taux du prélèvement global sur l'économie française. Il a augmenté, c'est vrai, mais il a augmenté pourquoi? Parce qu'il y avait la crise et que nous avions des efforts de solidarité à faire en faveur des chômeurs, en faveur des personnes âgées, des familles, toutes sortes de groupes qui étaient touchés par la crise. Mais au fur et à mesure que notre situation s'améliorera, je souhaite que nous puissions réduire notre prélèvement fiscal global, qui est en effet à l'heure actuelle trop lourd. Ça veut dire renverser une tendance, car on est sur une tendance d'augmentation. Oui, non, la vérité, c'est qu'on a commencé à l'arrêter cette année. Si vous regardez, mais n'entrons pas dans ces détails, le budget de 1981, préparé par l'actuel gouvernement, marque déjà en réalité l'arrêt de la tendance. Mais il faudra en effet accentuer cet effort. Donc j'enregistre pas d'impôts nouveaux, rien sur les successions, rien sur le reste. Enfin, c'est formel, ça. C'est tout à fait formel, M. Moujotte. Mais alors par contre, je vous indique, je vous rappelle les projets fiscaux de mon concurrent, sur quelques points. Par exemple, on critique le système des plus-values, il faut le simplifier d'ailleurs. Mais nous avons exonéré totalement la résidence principale, la maison individuelle. Dans le projet
que j'ai ici, je peux vous le lire. Au contraire, la résidence principale, à partir d'un certain seuil, rentre dans le système des plus-values fiscales. Alors je le dis aux millions de Français que nous avons rendus propriétaires de leur maison. Deuxième exemple, les droits de succession. Qu'on ne dise pas que c'est un projet en l'air. Un amendement, je l'avais apporté hier soir, a été déposé à l'Assemblée nationale au mois d'octobre avec le numéro 40 et qui propose de porter de 20%, ce qui est le taux actuel, à 45%, à partir de 500 000 francs, les droits de succession en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants ou entre mari et femme. 500 000 francs, vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire pour un exploitant agricole ou pour un commerçant, pour un artisan, pour quelqu'un qui est même propriétaire d'un logement un peu important, on fera passer le taux des droits de succession de 20% à 45%. Eh bien, vous savez qu'à l'heure actuelle, le problème pour l'agriculture, pour la petite exploitation, c'est justement la transmission de l'exploitation et du patrimoine. Eh bien, dans ce cas-là, les droits deviendraient des droits qui ne pourraient plus être supportés en réalité par nos petites exploitations individuelles. Or, ceci a été proposé, déposé à l'Assemblée nationale. Voilà les projets fiscaux. Je voudrais qu'on revienne à l'emploi, M. Giscard d'Estaing, car vous avez au début de la campagne présenté un plan sur l'emploi. On en a parlé hier soir. Mais moi, je manque de précision là-dessus. Je voudrais savoir combien vous allez créer d'emplois si vous êtes réélu et en combien de temps. Des chiffres et un calendrier. Ça, on ne l'a pas eu hier soir. Alors, je voudrais que sur ce problème de l'emploi, là aussi, il faudrait en effet de longs débats, n'est-ce pas ? Parce que je reconnais la gravité et l'importance du problème. Ceux qui me critiquent en tirent une conséquence fausse et injuste, qui consiste à dire « Ah, vous voyez, vous ne vous êtes pas occupé de ce problème. » Nous n'avons pas cessé de nous en occuper. Et je vous donne deux exemples. Premier exemple, ce matin au Conseil des ministres, on nous a rendu compte du dernier pacte national pour l'emploi tel qu'il vient de se dérouler depuis le mois de septembre jusqu'à la fin du mois de mars. Nous avons obtenu l'embauche de 498 000 travailleurs au titre de ce pacte, avec des actions qui sont des actions qui préparent l'avenir de la France. Pour les contrats d'apprentissage, 123 400. Alors qu'il y a quelques années, nous étions au niveau de 60 000, 123 400. Et pour les stages pratiques en entreprise, qui est une formule nouvelle, et dans laquelle, contrairement à ce qu'on dit, les jeunes restent au travail dans la proportion des 3/4, 144 500 recrutements. Donc simplement pour vous dire, voilà ce qui a été accompli au cours des 9 mois qui viennent de s'achever. Et quand on parle de la situation, on dépeint la France comme étant n'ayant pas accompli l'effort qu'ont accompli les autres. Les statistiques européennes viennent d'être publiées. Elles ne sont pas nationales, pour ne pas dire que nous les avons manipulées ou préparées. En un an, de mars 80 à mars 81, le chômage a augmenté en Angleterre de 68%. Le chômage a augmenté aux Pays-Bas de 63%. En Allemagne fédérale, de 38%. Et en France, de 17%. Nous sommes le pays qui a le mieux lutté en ce qui concerne l'emploi. Mais je réponds c'est pas la question, hein, monsieur Giscard d'Estaing. La question pour les Français, c'est combien va-t-on créer d'emplois? 1 million d'emplois d'ici 1985. 1 million d'emplois, ce qui correspond, si vous voulez, au supplément de l'arrivée des jeunes sur le marché du travail d'ici 1985. 1 million d'emplois de plus. Comment? D'une part par la création d'emplois due à l'activité économique, d'où notre programme d'investissement et notre grand emprunt franco-allemand, pour que les entreprises étant plus compétitives créent de nouveaux emplois et embauchent. Et ensuite, une série de dispositions particulières qui touchent, vous savez, la formation professionnelle, les retraites anticipées sur une base volontaire, l'introduction et le développement du travail à temps partiel, l'élimination des abus dans le système de l'indemnisation du chômage. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour inciter et pour aider les petites et les moyennes entreprises à créer des emplois? Et est-ce que c'est possible et est-ce qu'il y a quelque chose dans votre plan là-dessus? Oui, d'une part, il faut alléger certaines de leurs charges, notamment celles qui sont au voisinage de ce qu'on appelle les seuils. Ces seuils qui freinent certainement la création d'emplois, il faut alléger les charges au voisinage de ces seuils. Il faut leur donner des facilités de crédit, ce qui sera fait au titre du grand emprunt, et il faut enfin permettre à certains travailleurs de conserver une partie de leurs allocations de chômage lorsqu'ils se remettent au travail, pour que ces allocations soient une incitation à la remise au travail et non pas une incitation à demeurer dans une situation de demandeur d'emploi. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, dans le fond, vous visez moins à créer les emplois qu'à répartir le chômage? C'est ça votre politique? Pas du tout. Notre politique, au contraire, est une politique de développement économique et industriel de la France. Et quand je dis création d'1 million d'emplois, ça veut dire création d'1 million d'emplois. Alors je voudrais simplement vous dire, pour prévenir les Français, en particulier nos jeunes compatriotes, que si le programme de l'opposition est mis en application, s'il y a cette majoration des charges, tout de suite,
augmentation massive du SMIC dès le prochain mois et augmentation des contraintes et des charges sur les entreprises petites et moyennes. Nationalisation de tout le système bancaire, ce qui veut dire que tout le patrimoine des Français sera entre les mains d'organismes dépendants de l'État, pour la première fois dans notre histoire. S'il y a menace de nationalisation qui fait que la moitié de notre industrie sera nationalisée. Il n'y aura plus une création d'emplois en France au cours de cette période. Je le dis aux téléspectateurs, chacun connaît un chef d'entreprise petit ou grand, parfois petit naturellement, mais qui peut tenir un garage ou une petite entreprise artisanale ou un commerce qui a quelques employés ou une exploitation agricole. Renseignez-vous. Si on annonce la mise en place d'un tel programme, aucun chef d'entreprise ne créera d'emplois nouveaux à partir de l'été 1981. Et comme il va arriver 200 000 jeunes par mois, 200 000 en juillet, 200 000 en août, 200 000 en septembre, ils seront devant une économie désorganisée où aucun chef d'entreprise ne procédera à l'heure actuelle à des embauches nouvelles. Et c'est ce qui veut dire que le risque, en réalité, il n'est pas de mon côté. Parce que de notre côté, nous avons les moyens de poursuivre notre politique de création d'emplois. Nous n'introduisons aucun désordre dans l'économie, alors que la désorganisation de l'économie est incompatible avec l'offre d'emplois nouveaux dans les prochains mois. Un mot de politique étrangère, si vous le permettez, car le temps presse. Il m'a semblé à beaucoup d'observateurs que sur ces sujets de politique étrangère, dans le fond, il n'y avait pas de désaccords fondamentaux entre vous et M. Mitterrand hier soir. Quand on parle de politique étrangère en termes généraux, il n'y a jamais de désaccords fondamentaux. Simplement, les désaccords sont dans les moyens. Et dans les moyens, c'est la liberté d'agir. Or, j'indique que mon concurrent n'aurait pas la liberté d'agir en matière de politique étrangère pour deux raisons. D'abord parce qu'en matière de défense, sa position ne serait pas crédible. Il a proposé en 1973 l'arrêt de notre force nucléaire de dissuasion. Il a voté, je l'ai rappelé hier soir, contre toutes les lois programmes d'équipement de nos forces. Quelle serait alors sa crédibilité au titre de l'usage de la dissuasion française? Qui croirait que quelqu'un qui s'est opposé à la constitution d'une force est décidé ou déterminé à en faire usage si c'était nécessaire pour les besoins de la France? Première limitation de sa possibilité d'agir. La seconde, c'est que les options de politique étrangère de sa majorité seraient des options qui lui retireraient une liberté d'action vis-à-vis de certains des grands dirigeants du monde. Alors qu'au contraire, la majorité actuelle m'a permis, par son soutien, d'avoir une grande liberté d'action en ce qui concerne la conduite de la politique étrangère de la France. Donc il n'aurait pas la liberté d'agir, et cela veut dire, soyons clairs, le déclin de l'influence de la France dans le monde. Une dernière question à vous poser, M. Giscard d'Estaing, qui déborde d'ailleurs le débat d'hier. Vous avez dit au début de votre campagne, si je suis réélu, ce ne sera pas un nouveau septennat, ce sera un septennat nouveau. Est-ce que vous avez conscience du désir de changement des Français, qui manifestement est profond? Bien entendu que j'ai conscience de ce désir. D'ailleurs, tout au long de la campagne, je l'ai rencontré, ce désir de changement. Il faut savoir que ce désir de changement, en même temps, il a joué des mauvais tours à la France. Et que dans le passé, on a parfois changé pour connaître des situations plus difficiles. Je rappelle les dictons de la sagesse française, n'est-ce pas? Un bon tien vaut mieux que deux tu l'auras. Les Français savent ça depuis longtemps. Mais il y a ce désir de changement. Et ce désir de changement, je le reconnais. Et moi-même, ayant pendant 7 ans conduit une certaine action d'une certaine manière, je souhaite le renouvellement, parce que la vie nous change. La vie vous a changé, M. Moujotte, la vie m'a changé. Je souhaite conduire une action nouvelle. C'est cela qui m'intéresse et qui est mon ambition profonde. Alors nouvelle comment? Je crois d'abord un septennat plus ouvert. Pour des raisons politiques diverses, notre situation s'était tendue, c'était à certains égards crispée. En matière politique, il faut que les relations soient plus ouvertes au sein de la majorité, et j'espère même au-delà. Il faut peut-être un septennat plus humain. Et les contraintes de la crise nous ont amenés à nous concentrer sur certains sujets ou à nous préoccuper de la politique, par exemple économique, en y consacrant toute notre attention. Mais il y a aussi la dimension humaine des choses et des problèmes. On vous le reproche souvent d'être un peu loin des gens. Non, je ne crois pas qu'on me le reproche à moi, mais on le reproche à ma fonction. Ouais, je voudrais que ma fonction soit plus humaine. C'est pas moi, parce que moi j'ai toujours eu des rapports directs et faciles avec ceux que je rencontre. Mais je voudrais que la fonction de président de la République en France devienne une fonction plus humaine, traitée comme telle, et en ce qui me concerne, naturellement, assumée comme telle. Et enfin, je souhaiterais que ce septennat soit tourné vers l'avenir, que tout le monde le sente. Vous parliez tout à l'heure du problème de l'emploi. Ce n'est pas en nous tournant vers le passé qu'on le résoudra, c'est en nous tournant vers l'avenir. Or, j'ai développé les capacités de la France. Nous avons acquis notre indépendance énergétique, nous avons développé des grands secteurs d'avenir, des réussites nationales. Nous devons aller plus loin, de façon à ce qu'on s'aperçoive que la France est un pays qui avance en direction de l'avenir et qui règle ses problèmes en avançant.
au lieu de les régler en se tournant vers le passé. Et cela exprime aussi, permettez-moi de le dire, une ambition pour la France. Je voudrais que ce septennat nouveau apparaisse comme un septennat de l'influence, de la grandeur, du rayonnement de mon pays, de notre pays, la France. Monsieur Giscard d'Estaing, je vous remercie d'avoir répondu très franchement à des questions qui se voulaient très directes.